Penser Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. le monde. There'll be some swapping of territories. Dans ce moment-là, la France est regardée. Penser le monde quand les actualités politiques se confrontent à la philosophie. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Bonjour à tous, c'est Nordine. Je vous souhaite la bienvenue sur l'émission Penser le monde. Le but de cette émission, c'est de vous présenter des actualités politiques, nationales ou internationales, et d'utiliser des théories ou des concepts de philosophie pour les analyser et décrypter leurs enjeux. À chaque épisode, je vous propose en première partie de développer ma propre analyse philosophique d'une actualité, puis en deuxième partie d'émission, j'invite un chercheur en sciences humaines afin qu'il nous présente ses travaux et approfondisse l'analyse. Dans notre premier épisode d'octobre 2025, que je vous invite à réécouter sur le site de Radio Campus ou YouTube en tapant « Penser le monde » avec un A, nous avions parlé avec Anna Lombert, maîtresse de conférences, spécialiste du numérique, de la commission d'enquête par des députés français sur les effets néfastes de TikTok sur la santé mentale des jeunes. Nous nous étions alors interrogés sur les dangers des réseaux sociaux au niveau individuel et collectif. Aujourd'hui, je vous propose d'approfondir ce questionnement puisqu'une actualité très récente nous invite à reprendre ce sujet d'étude. En effet, ce 15 juin dernier, le Premier ministre britannique Keir Starmer a organisé une conférence de presse pour annoncer que son gouvernement interdirait tous les médias sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans d'ici à la fin de l'année 2026. Après avoir organisé avec son gouvernement une large consultation d'experts des questions du numérique et recueilli le témoignage de plusieurs parents, le Premier ministre britannique a conclu que les réseaux sociaux sont néfastes pour la santé mentale des jeunes, qu'ils dégradent leur assiduité à l'école et qu'ils produisent une forte addiction aux écrans. Keir Starmer a donc décidé qu'il proposerait une loi visant à interdire TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook ou encore YouTube à tous les adolescents de moins de 16 ans. Cette loi risque de ne pas voir le jour, puisque le chef du gouvernement britannique a récemment annoncé sa démission. De plus, quand bien même ce projet de loi serait voté au Parlement, son application concrète resterait problématique, car, comme nous avons pu le constater en Australie, qui, en décembre 2025, est devenu le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux mineurs, il est très facile de contourner les faibles mesures de vérification d'âge. Et d'après une récente étude australienne, plus de 70% des moins de 16 ans continuent d'utiliser les réseaux. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est moins la possibilité ou non de pouvoir effectivement interdire les réseaux sociaux aux jeunes utilisateurs que cette tendance générale qui semble se propager au sein des gouvernements occidentaux. Après la Grande-Bretagne et l'Australie, en France, des députés ont eux aussi proposé en janvier dernier une loi visant à interdire l'accès au réseau pour les moins de 15 ans, suite à la commission d'enquête parlementaire sur les effets néfastes de TikTok. Tâchons donc d'interpréter ces événements en posant deux questions. Tout d'abord, étant donné qu'un nombre croissant de gouvernements semble s'inquiéter de l'impact négatif des réseaux sociaux sur les jeunes usagers et cherche à voter des lois pour en restreindre l'accès, demandons-nous quels sont les réels dangers des réseaux sociaux et même plus généralement des outils numériques. À partir des thèses du philosophe de la technique Bernard Stiegler, nous comprendrons en quoi les réseaux sociaux, Internet et les outils numériques peuvent être néfastes pour les individus tout comme pour les sociétés. Ensuite, il nous faudra approfondir l'analyse en nous demandant pourquoi de plus en plus de dirigeants politiques essayent de mettre la main sur les outils numériques en proposant des lois restrictives. Est-ce que les réseaux sociaux et le numérique peuvent devenir de nouvelles modalités de contrôle politique des populations ? Mon invité Alexis Piat, professeur de philosophie et chercheur qui a travaillé sur Deleuze et sa théorie des sociétés de contrôle, nous aidera à comprendre comment les outils numériques peuvent être détournés par des acteurs politiques et économiques pour essayer de contrôler le comportement des citoyens. Penser le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Entrons donc dans l'analyse philosophique de notre actualité politique. Si un nombre croissant de gouvernements occidentaux cherchent à limiter l'accès au réseau pour les jeunes usagers, il est légitime de nous interroger sur la dangerosité de ces outils numériques.
Pour le philosophe de la technique Bernard Stiegler, qui commence à analyser l'impact des technologies sur l'homme dans les années 90, les outils numériques peuvent être de formidables moyens d'émancipation. Mais dans leur forme actuelle, ils ont plutôt tendance à être néfastes pour les individus comme pour les sociétés. Commençons par comprendre que pour Stiegler, toute technologie est à la fois bonne et mauvaise. Les objets techniques sont ce qu'il appelle des pharmakones, ce qui en grec ancien signifie le remède et le poison. C'est donc la structure d'une technologie qui va déterminer son caractère bénéfique ou néfaste. De plus, Stiegler considère qu'il ne faut pas simplement condamner ou au contraire idolâtrer la technologie, car, comme il explique dans sa thèse La technique et le temps, les appareils techniques sont indispensables à l'homme. Depuis l'origine, c'est grâce à la technologie que l'homme développe son langage, sa connaissance, structure la société et surtout développe son rapport au temps. Le silex, la statue, le livre, le tableau, la photographie, le cinéma, la télévision, l'ordinateur, Internet ou encore les réseaux sociaux sont autant de manières pour l'homme d'inscrire ses souvenirs dans des objets pour construire sa temporalité. Ainsi pour Stiegler, puisque la technique est constitutive de l'homme et de son rapport au temps, il ne faut pas la rejeter, en interdisant par exemple l'accès aux réseaux sociaux, mais plutôt repérer les potentiels dangers de chaque technologie pour essayer de leur redonner une structure qui les rende bénéfiques. Toutefois, dans ces trois grands types de techniques utilisées par l'homme pour enregistrer sa mémoire et construire sa temporalité, que Stiegler définit comme étant les technologies littérales, c'est-à-dire l'écriture et la peinture, les technologies analogiques, qui désignent la télévision et la radio, et les technologies numériques, l'ordinateur, Internet, les réseaux et médias sociaux, le philosophe admet que les outils numériques ont actuellement une structure très dangereuse qui détériore les individus et les sociétés. Sur le plan individuel, les outils numériques, plus spécifiquement les réseaux et les médias sociaux, sont construits de manière à détourner l'attention des usagers vers la consommation. Stiegler analyse que cette tendance, déjà présente dans la télévision et la radio, à capter l'attention des téléspectateurs pour leur vendre des produits, est considérablement accrue sur les réseaux numériques, grâce aux algorithmes qui permettent de cibler efficacement le profil des usagers pour leur proposer d'acheter des produits ou encore de regarder des vidéos qui correspondent parfaitement à leur goût. Ainsi, les réseaux sociaux et Internet pourraient aider les individus à s'émanciper et développer leur culture, mais actuellement, ils sont structurés de manière à capter l'attention, pour détourner la volonté et le désir vers la consommation. Pour Stiegler, c'est précisément pour cette raison que les réseaux sociaux, au lieu de renforcer le lien social, produisent un dangereux phénomène de désocialisation et désengagent les individus les uns par rapport aux autres. En effet, les médias numériques sont structurés pour rediriger les usagers vers l'achat ou les amener à visionner des vidéos de manière incontrôlée. Et donc, non seulement ces médias nous rendent addicts aux écrans et nous éloignent des gens autour de nous dans la vraie vie, mais en plus, même sur Internet, les publicités et les algorithmes nous empêchent de réellement socialiser avec d'autres personnes et de construire des communautés en ligne, car ils nous enferment dans des bulles numériques. Ainsi, Stiegler explique que le numérique a tendance à détruire la communauté, en isolant les individus. Et il écrit par exemple dans l'article « Question de pharmacologie générale », en parlant de la télévision mais aussi par extension des réseaux sociaux, c'est une machine à produire de l'inattention. En canalisant l'attention sur des choses qui n'ont aucune valeur sociale, je produis inévitablement de l'inattention au social. Et donc, je détruis le rapport au social.
Penser le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Nous avons donc compris, avec la pensée du philosophe Bernard Stiegler, que les réseaux sociaux ont actuellement une structure qui a tendance à détourner notre attention vers la consommation, ce qui produit une isolation des individus et une détérioration progressive des rapports sociaux. Il n'est donc pas étonnant qu'un nombre croissant de gouvernements cherchent à limiter l'usage des réseaux pour les jeunes usagers, pour les protéger de ces dangers. Cependant, si des dirigeants politiques, en Grande-Bretagne, en Australie ou encore en France, cherchent à maîtriser les outils numériques, cela ne signifie-t-il pas aussi que l'État essaye en réalité d'utiliser le numérique comme un moyen de contrôle sur les populations ? Alexis Piat, bonjour, vous êtes chercheur et professeur de philosophie, vous avez travaillé sur Deleuze et sa théorie des sociétés de contrôle, et vous allez nous aider à comprendre comment les outils numériques peuvent devenir des outils de contrôle politique. Mais tout d'abord, pouvez-vous présenter aux auditeurs vos travaux ? Bien, merci beaucoup. Concernant l'orientation de mes travaux, c'est vrai que l'article sur Deleuze qui vous a amené à moi, il a joué un peu un rôle charnière, parce qu'à la base, moi, effectivement, je m'intéresse pas prioritairement au numérique. Mon travail de thèse portait plutôt sur des questions économiques. Et moi, j'ai toujours été très intéressé par la pensée économique de Marx. Et ce qui m'intéressait principalement, c'était de penser effectivement les transformations de la lutte des classes dans la période contemporaine, montrer que la lutte des classes ne pouvait plus être pensée exclusivement à partir de l'opposition canonique entre bourgeoisie et prolétariat. Et du coup, j'ai voulu notamment m'intéresser au statut de la petite bourgeoisie salariée, ce qui m'a poussé à m'intéresser aux théories économiques dites du capital humain, qui pensent cette question-là dans le cadre de l'économie néoclassique. J'ai essayé de faire une lecture marxiste de cette théorie-là, pour du coup à la fois en récupérer le moment de vérité et en même temps montrer que derrière, elle dissimulait des rapports de domination et d'exploitation. Ça m'a amené, en fait, un peu par la bande, mais c'était des sujets qui m'intéressaient depuis longtemps aussi, à m'intéresser pas mal au système de pouvoir, parce que Foucault notamment a écrit sur le capital humain, et Foucault a écrit sur le capital humain comme forme de la subjectivité néolibérale. Et donc, ça m'a conduit à m'intéresser beaucoup à l'articulation de la pensée de Marx et celle de Foucault. Et cette question, naturellement, elle pose aujourd'hui celle du numérique. Elle pose aujourd'hui celle du numérique parce que nécessairement, pour Foucault, les systèmes de pouvoir, Foucault montre une évolution des systèmes de pouvoir qui est en fait liée aux évolutions du capitalisme. Il ne le dit pas comme ça, mais ça apparaît très clairement. Et aujourd'hui, on a l'impression que la principale innovation du capitalisme au niveau du système de pouvoir, c'est le déploiement d'un système de pouvoir qui repose principalement sur le numérique comme moyen. Deleuze s'intéresse à ce système de pouvoir à travers le concept de contrôle. C'est vrai que du coup, cet article a été pour moi un point charnière vers la question du numérique. Aujourd'hui, je m'intéresse à la question du numérique de manière beaucoup plus large. J'essaye de faire une critique générale du numérique. En fait, j'essaye de montrer que le numérique n'est pas juste une technique au sens où n'importe quelle société aurait pu produire du numérique. J'essaye de montrer que le numérique est un effet nécessaire des rapports de production capitalistes parvenus à un certain stade de leur développement. Pour le dire de manière un peu caricaturale, il n'y a pas de capitalisme sans ordinateur passé un certain stade du développement capitaliste. Et donc, ça pose une question immédiate, qui est celle de la possibilité pour une société non capitaliste de récupérer les ordinateurs. Mon intuition, mais que je ne suis pas encore totalement capable de prouver à ce stade, c'est qu'il doit y en avoir une de possibilité de récupérer les ordinateurs, mais qu'il y a une formule de Marx qui, bon, évidemment, ne parlait pas des ordinateurs, mais que j'aime beaucoup, qui fonctionne un peu. Marx disait la machine, c'est la forme logique de l'outil sous le capitalisme, c'est la forme de l'outil la plus adéquate au capitalisme, mais le capitalisme n'est pas forcément la relation de production la plus adéquate à la machine. Donc la machine joue un rôle révolutionnaire. J'essaye d'actualiser cette pensée pour l'ordinateur aujourd'hui. Voilà, c'est sur ça que je travaille aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup pour le partage de vos travaux très, très intéressants. Donc vous travaillez sur la pensée de Marx, de Foucault. Récemment, vous avez étudié la critique de Deleuze sur les sociétés de contrôle. Et ce que vous proposez dans ces travaux, c'est de reprendre la théorie de Deleuze, qui explique que les médias sont utilisés par l'État pour transmettre des mots d'ordre aux populations et contrôler le comportement des citoyens à travers l'information médiatique, en élargissant cette théorie sur les outils numériques et les réseaux sociaux.
Mais comme Deleuze, qui construit sa théorie dans les années 80, n'a pas connu les médias numériques, comment proposez-vous de réussir à adapter cette critique deleuzienne aux technologies numériques actuelles? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, vous remarquez à juste titre que Deleuze écrit avant le numérique. Deleuze connaît quand même les ordinateurs, mais je veux dire le numérique au sens où nous on en parle, c'est quelque chose qui n'existe pas à l'époque de Deleuze. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a écrit un petit texte qui s'appelle Postscriptum sur les sociétés de contrôle, qui est publié dans un recueil qui s'appelle Pour parler. Et ce texte, il a eu une postérité énorme dans l'analyse du numérique. Deleuze a écrit, sans connaître le numérique au sens où nous on l'entend, un texte qui en fait est extrêmement riche aujourd'hui pour analyser le numérique. Alors ça pose tout de suite une question de savoir d'où ça vient, ça, parce que c'est un peu, c'est tellement prescient qu'on se demande comment il a fait. Euh, bah, En fait, une partie de la réponse, c'est dans le concept de contrôle, qui est qui figure dans le titre Postscriptum sur les sociétés de contrôle, et auquel Deleuze a donné le titre de son article. Le contrôle, en fait, c'est un concept qui vient de Norbert Wiener à la base, de la cybernétique. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, le monde des réseaux dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde qui a été imaginé bien avant d'exister techniquement. C'est un monde qui a été imaginé dans le cadre de la cybernétique dès la fin des années 40, et où en fait, bien avant d'avoir les possibilités de réalisation effective de ce monde, des gens l'avaient imaginé, des gens en avaient aussi pensé les dangers. Wiener, qui a été le promoteur principal de la cybernétique, se posait des questions très actuelles sur le risque de l'automatisation liée à l'emploi des ordinateurs, le risque d'un contrôle totalitaire de la société, donc c'est des choses qui venaient de bien avant. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que pour Deleuze, le concept de société de contrôle, il s'oppose en fait à la société disciplinaire analysée par Foucault. Deleuze constate qu'en fait, à la société disciplinaire analysée par Foucault, c'est-à-dire en gros l'encadrement des populations dans des structures fermées comme la prison, l'école ou l'armée, avec un contrôle extrêmement précis et rigoureux de leurs mouvements et de leur conduite quotidienne, succède un autre type de pouvoir qu'il appelle le contrôle, qui vise pas à régir l'intégralité de la conduite des individus, qui vise en fait plutôt à déclencher à un moment donné une action désirée. Facebook, par exemple, quand on est sur Facebook, que Deleuze ne connaissait pas, mais la publicité télévisuelle, c'est la même chose, Facebook n'essaye pas de produire notre comportement dans son intégralité. Facebook essaye juste de nous faire cliquer sur un lien publicitaire à un moment donné, au moment où il va passer. Et donc, Facebook utilise toutes les données qu'il a sur nous pour nous faire, à un moment donné, produire une action précise. Ce qui est très intéressant là-dedans, en fait, c'est que cette logique-là, c'est pas fondamentalement une logique technique. C'est une logique de pouvoir. Et cette logique de pouvoir, elle a émergé bien avant en fait la diffusion massive de la micro-informatique. Elle émerge déjà avec le marketing, avec la publicité télévisuelle, avec ce qu'on a pu appeler avant Deleuze, ce que Debord a pu appeler la société du spectacle. Du coup, pour Deleuze, le contrôle, c'est pas d'abord des machines. C'est d'abord ce qu'il appelle un diagramme, terme qu'il emprunte à Foucault et qui signifie une logique abstraite de pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est que cette logique abstraite de pouvoir, en fait, aujourd'hui, les ordinateurs sont massivement mis à son service. Et ça, beaucoup de théoriciens du numérique l'ont vu. Beaucoup de théoriciens du numérique ont vu aussi que, malgré tout, les anciennes logiques de pouvoir, elles continuent à fonctionner dans les ordinateurs. Les ordinateurs peuvent être mis au service de la discipline, peuvent même être mis au service d'un pouvoir de souveraineté. Il y a un très bon livre là-dessus d'Olivier Razak qui s'appelle Une société de contrôle avec un point d'interrogation, où il montre qu'on ne peut pas analyser l'informatique uniquement au prisme de la société de contrôle. N'empêche que ça reste une clé d'entrée extrêmement intéressante. Merci beaucoup pour cette explication. Du coup, j'avais une question sur un peu un paradoxe, ou du moins une double implication qu'on peut entendre dans ce que vous nous dites. C'est que d'un côté, vous nous parlez du numérique comme étant une nouvelle logique de pouvoir. Et quand vous dites cela, eh bien, on pense à tous ces gouvernements qui essayent de poser des lois pour contrôler les outils numériques. Et donc peut-être utiliser le numérique comme une manière de contrôler politiquement les populations. Et en même temps, vous nous parlez de sociétés capitalistes comme Facebook qui utilisent leurs réseaux sociaux et les médias sociaux pour contrôler le comportement des usagers. Du coup, comment analysez-vous les acteurs qui sont derrière ces outils numériques qui
contrôlent les outils numériques pour exercer un pouvoir? S'agit-il des sociétés capitalistes et du néolibéralisme, ou bien s'agit-il de l'État et du pouvoir politique? Alors ça, c'est une très bonne question, et pour le coup, elle donne lieu à des... Enfin, si vous voulez, là-dessus, il y a de la littérature vraiment à foison. Mais ça donne lieu à des controverses qui sont assez homériques, sur lesquelles j'ai des positions, moi, qui sont assez tranchées, donc je vais essayer de présenter ça le plus honnêtement possible. Mais en fait, le point est que chez Foucault, le concept central pour penser les logiques de pouvoir, c'est le concept de diagramme. Le diagramme, hein, c'est cette forme abstraite de pouvoir qui va être employée par des acteurs divers. Foucault, quand il s'intéresse à la discipline, dans Surveiller et punir, et il le fait clairement hein, dans un but qui est quand même, faut en avoir conscience à l'époque, est assez anti-marxiste. C'est pour ça que je dis que c'est très, ça débouche vraiment sur des controverses après. Mais Foucault, quand il développe le concept de diagramme, justement, son but, c'est de montrer que les mêmes logiques de pouvoir peuvent être mises au service aussi bien des acteurs capitalistes que des acteurs étatiques. Que, en fait, il analyse l'usine, et d'ailleurs, ce faisant, il reprend Marx, hein, la section 4 du Capital. L'analyse de la discipline chez Foucault, c'est juste une généralisation de la section 4 du Capital de Marx. Donc, quand il analyse les disciplines, Foucault montre qu'effectivement, la discipline, elle fonctionne exactement comme dans une usine. Maintenant, lui, son idée, c'est de montrer que ce qui se passe à l'intérieur de l'usine, c'est juste la déclinaison d'une forme plus générale de pouvoir, et que cette forme plus générale de pouvoir, elle conditionne le déploiement du capitalisme. Et donc, c'est le sens de la fameuse question qu'il pose dans Surveiller et punir. Hein, je cite de tête, donc c'est peut-être pas exactement ça, mais la question, c'est en gros, quoi d'étonnant si les usines, les casernes, les écoles ressemblent aux prisons, qui toutes ressemblent aux écoles, aux usines, aux casernes. Hein. Enfin, c'est pas dans cet ordre-là, mais c'est en gros, c'est l'idée. Bon, avec le contrôle, on a la même question. On a un diagramme de pouvoir qui, en fait, fonctionne pas exclusivement au sein du capitalisme, qui fonctionne aussi bien, je veux dire, au service de grandes entreprises que déployé dans le cadre de politiques étatiques. Le pass sanitaire, c'était tout à fait quelque chose qui relevait de la logique de contrôle. L'identification numérique de plus en plus systématique qu'il faut pour accéder à différents services publics, elle permet des formes de contrôle, elle permet aussi des formes de nudge, hein, de nudge, pardon, qui visent à orienter nos conduites dans certaines directions, qui sont des formes de contrôle. Donc la question, c'est un peu de savoir qu'est-ce qui est premier là-dedans. Moi, j'ai quand même tendance à considérer, et là-dessus, je serai en désaccord avec Foucault, hein, je le dis, c'est ma position personnelle, que si on regarde ce qui se passe au niveau de la discipline, bon, la discipline, même si Foucault parlerait des ordres monastiques, etc., sa généralisation, sa transformation en force sociale, c'est quand même vraiment une invention de l'usine capitaliste. De même, le contrôle, c'est quand même d'abord une technique de vente. Après qu'on soit nudgé dans tous les sens et que on soit aussi traqué numériquement par l'État, aujourd'hui c'est indiscutable. Mais d'abord, les réseaux sociaux se sont quand même fondamentalement développés. Les réseaux sociaux ou les intelligences artificielles, l'ensemble des techniques numériques se sont fondamentalement développés dans le sillage du marketing. Même l'IA, hein, qui est un truc qui se déploie aujourd'hui, ça a été largement entraîné, les réseaux de neurones, sur la base de données produites sur les réseaux sociaux. Donc c'est fondamentalement, et c'est l'utilisation principale quand même des réseaux de neurones aujourd'hui reste le ciblage publicitaire sur les grands réseaux sociaux. Donc moi je pense qu'il y a quand même une primauté du capital dans cette dynamique-là. Hmm. Oui, donc bon, ce qu'on peut comprendre avec votre explication, c'est que les outils numériques peuvent être à la fois des outils de contrôle politique, comme avec le pass numérique pendant la crise du Covid, mais aussi des outils de contrôle par des acteurs économiques, avec la publicité sur Internet, les algorithmes, l'IA, etc. Mais bon, d'après vous, c'est plutôt les acteurs économiques qui vont les utiliser pour contrôler. Bon, maintenant j'avais une question sur la solution possible à tout cela, parce que du côté de Bernard Stiegler, hein, dont je parlais en première partie d'émission, pour lui, lorsqu'un outil comme les outils numériques est néfaste, la solution pour en faire quelque chose de bénéfique, c'est d'intervenir politiquement et de faire des lois qui modifient sa structure. Mais dans votre perspective, dans vos analyses sur Marx, Deleuze et Foucault, quel type de solution avez-vous trouvé pour pouvoir faire du numérique et des médias sociaux, non pas des outils qui nous contrôlent, mais des outils qui permettent notre émancipation? La question en soi, elle est évidemment très bonne. Hein.
Ce qui, en revanche, est beaucoup plus discutable pour moi, c'est la manière dont Stigler y répond. Stigler, il a cette idée tout le temps qui est centrale dans sa pensée du pharmacone. C'est-à-dire, d'un côté, la technique est un poison, de l'autre, ce poison peut aussi être un remède. Déjà, la métaphore en elle-même, elle pose une difficulté, puisque ce qui fait la différence entre un poison et un remède dans un produit chimique, c'est quand même le dosage. Ce qui ferait plutôt la différence, même dans la pensée de Stigler, entre un poison et un remède du point de vue des technologiques, c'est plus celle de l'usage que du dosage. Mais passons là-dessus. Non, moi, ce qui me pose problème dans Stigler, c'est pas du tout l'idée générale. L'idée générale est totalement acceptable. Ce qui pose plus problème, c'est la manière dont il le conçoit, parce qu'effectivement, comme vous l'avez tout à fait justement dit, il le conçoit du point de vue de la législation, et il le conçoit du point de vue de la législation et de proposer un nouveau projet économique, un nouveau projet industriel. Et donc, il le conçoit dans une perspective qui est finalement très keynésienne. Le but, c'est que l'État propose de nouvelles formes d'investissement, un nouveau projet industriel collectif qui permettrait une économie, ce qu'il appelle de la contribution. À titre personnel, en tant que marxiste, j'ai beaucoup de mal à croire à ça. Pour la bonne et simple raison que c'est pas un hasard si le capitalisme développe ces technologies qui sont fortement addictives. Le capitalisme développe ces technologies qui sont fortement addictives parce que fondamentalement, il a besoin d'écouler des marchandises qui sont en excédent. Et que, ayant besoin d'écouler ces marchandises qui sont en excédent, il a besoin de capter l'attention, il a besoin de la capter de façon toujours plus intense, toujours plus fortement. Et ça a pour corrélat que nécessairement, aussi longtemps qu'on aura du capitalisme, on aura nécessairement des technologies de contrôle. Donc l'idée qu'on puisse... à mesure que la crise de surproduction, à mesure que la nécessité d'écouler des marchandises s'intensifie, nécessairement, le besoin de contrôler l'intention va s'intensifier aussi, et on ne peut pas sortir de cet usage numérique sans intensifier la crise du système. C'est pour ça que je pense que les solutions, elles sont pas du point de vue de politique réformiste, comme le voudrait Stigler, ou elles peuvent pas être non plus du point de vue de logique individuelle d'émancipation. Je veux dire, moi-même, qui suis, je veux dire, ce qui se rapproche dans notre époque le plus de ce qu'on peut autrefois appeler un intellectuel, je constate que mon attention, elle a été considérablement déjà détruite par les technologies de captation de l'attention. Il suffit pas d'une éthique individuelle pour s'y soustraire. Donc, la seule solution, à mon avis, et là, ce sera une réponse très marxiste, c'est la réappropriation collective de ces technologies. Ces technologies, elles peuvent être formidablement émancipatrices, mais ça exige qu'on les mette au service d'une autre logique que celle du profit. Et donc, mettre ces technologies au service d'une autre logique que celle du profit, ça veut nécessairement dire les socialiser et en mettre en place un contrôle démocratique. Eh bien, merci beaucoup Alexis Piat pour votre partage passionnant de vos travaux et de vos réflexions. Grâce à vous, nous avons pu comprendre que les outils numériques, les médias et les réseaux sociaux sont utilisés par les acteurs économiques et politiques pour essayer de nous contrôler, de rediriger nos comportements. Et la solution n'est peut-être pas dans le fait de déposer des lois qui les restreignent ou modifient leur structure, mais peut-être que la solution est plutôt dans l'intervention directe des citoyens, dans l'action collective pour transformer ces outils. Chers auditeurs, si vous souhaitez découvrir le travail d'Alexis Piat, vous pouvez retrouver son article sur Deleuze et les sociétés de contrôle sur Internet. Et pour écouter cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur le site de Radio Campus ou bien sur YouTube en tapant « Penser le monde » avec un A. En attendant que nous nous retrouvions dans notre prochain épisode, je vous souhaite de prendre soin de vous. C'était Nordine et vous écoutiez « Penser le monde ». Penser. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. Le monde. There'll be some swapping of territories. Dans ce moment-là, la France est regardée. Penser le monde, quand les actualités politiques se confrontent à la philosophie. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris.